Eh bien, bonjour à tous et ravie de vous retrouver. Je m'appelle Caroline Moulin-Schwartz, j'anime des groupes de travail en cybersécurité et cyber-résilience et je suis ravie d'avoir pu travailler sur ces sujets de cybersécurité et d'innovation. Et pour cela, on l'a travaillé de façon très pragmatique pour vous donner des clés, des conseils, des tips applicables et attirer votre attention sur un certain nombre d'écueils. Et on espère que vous en ressortirez plus attentifs que jamais sur ce binôme innovation et cybersécurité. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'avoir trois personnalités de l'innovation et de la cybersécurité. Il faut le dire. En tout cas, vous avez des challenges en termes d'innovation qui sont extrêmement intéressants. Je vais commencer par vous, Boris Poderous. Vous travaillez dans l'IT depuis plus de 23 ans et vous avez exercé des fonctions de développement, de chef de projet. Vous avez été CTO et DSI dans une ESN. Vous avez été également DSI du groupe Stern et vous intervenez actuellement comme consultant cybersécurité indépendant en mission pour EasyCash. Alors EasyCash, je veux bien que vous nous le présentiez parce que tout le monde ne connaît pas cette société. Oui, bonjour à tous. EasyCash, c'est un groupe de retail qui existe depuis plus de 25 ans, qui a plus de 170 magasins, dont 30 à 40 en propre. Tous les autres sont des franchisés et qui a pour autre particularité d'être en LBO et donc d'avoir des actionnaires. Et on le verra, ce qui rend pas si simple que ça la gestion des systèmes d'information avec vos franchisés. Aurore Pasquet, merci beaucoup d'être également avec nous. Ça fait 18 ans que vous travaillez dans le monde de l'industrie, entre autres dans le secteur de l'énergie, de l'aéronautique. Vous avez aussi travaillé pour les services de la défense et vous êtes depuis 4 ans responsable de la cellule transformation digitale et RSSI délégué pour Honnête Technologies. Alors pour une activité bien particulière, et on a été surpris de la découvrir. Alors un petit mot sur le groupe Honnête. Bonjour à tous. Le groupe Honnête, donc c'est un groupe de services, une entreprise familiale marseillaise, on aime le rappeler. Et c'est pourtant aujourd'hui 80 000 collaborateurs, 350 sites un petit peu partout dans le monde. Et on nous connaît beaucoup sur des activités autour de la propreté notamment. C'est quasiment 60 000 collaborateurs sur ce domaine d'activité-là. On travaille aussi pour de la sécurité, le secteur aéroportuaire. Et on a une petite particularité puisqu'on travaille pour le nucléaire. Donc pour une structure qui s'appelle Honnête Technologies, donc dans laquelle je travaille, qui est vraiment spécialisée de la partie études, ingénierie aux centrales nucléaires, aux sites nucléaires, à la partie exploitation des sites, jusqu'au démantèlement et à la gestion des déchets. Très intéressant, on y reviendra parce qu'on ne s'y attend pas, mais il y a beaucoup d'innovation dans votre secteur également. Et puis Jérôme Poggi, ravi de vous retrouver. Alors vous aussi, vous avez travaillé dans le secteur de l'aéronautique, vous avez été consultant en sécurité informatique pendant 7 ans et vous avez rejoint la mairie de Marseille en 2008 et vous en êtes le RSSI depuis 2017. Quelques mots sur cette ville qu'on connaît bien. Cette petite ville, voilà, donc de plus de 860 000 habitants. C'est beaucoup de sites, beaucoup d'agents à gérer, puisqu'on est un peu plus de 15 000. C'est 400 écoles, c'est quasiment 400 sites physiques. Donc c'est beaucoup d'activités, beaucoup de tracas pour le RSSI. On le sait et on vous suit. Alors, on va parler d'innovation, bien sûr, et de cybersécurité au cœur du développement. Thème hautement stratégique. Et j'aimerais commencer par vous, Aurore, parce qu'effectivement, on ne pense pas tout de suite à associer le secteur du nucléaire à l'innovation. Et pourtant, c'est le cas. Vous avez des objectifs très importants. J'ai été étonnée de découvrir. De quelle innovation on parle ici, dans votre secteur ? Alors, de façon globale, on ne va pas se le cacher, hein, le nucléaire a souffert d'un manque d'innovation ces dernières années. C'est d'ailleurs une industrie qui a eu du mal à digitaliser les choses, qui n'avait pas accès à Internet voilà, de manière globale sur ces sites. Donc on a souffert un petit peu de ralentissement d'innovation là-dessus. Pourtant, le terreau vraiment de performance et de sûreté sur laquelle le nucléaire s'est bâti a été finalement un terreau très fertile pour l'innovation aujourd'hui. On a 2 gros enjeux autour de l'innovation. Le premier, c'est l'attractivité et le recrutement. On sait qu'aujourd'hui, on doit doubler les effectifs sur le côté nucléaire. On sait que si on va chercher tous les étudiants des écoles qui travaillent dans le nucléaire aujourd'hui, mais on n'arrivera pas
à nos objectifs. Donc on est obligé d'aller chercher dans d'autres secteurs industriels français. Et pour ça, on se doit d'être innovant, on se doit d'attirer les nouveaux talents et donc de proposer des choses là-dessus. La deuxième chose, c'est un pur aspect business. Aujourd'hui, en tout cas pour Honnête Technologies, l'innovation, c'est une obligation. On est obligé, pour garder nos contrats et en gagner de nouveaux, de proposer à nos clients une façon un peu intégrée de travailler et donc de proposer de l'innovation et des nouvelles applications digitales là-dessus. Chez Honnête Technologies, la R&D est très importante, on a énormément investi là-dessus. Et donc, la partie innovation fait beaucoup écho à la digitalisation. Donc, on travaille autour, évidemment, de la digitalisation de nos processus, de nos procédés. On a des logiques de traçabilité digitale. On travaille autour de l'IA. On peut citer un projet autour du soudage assisté par intelligence artificielle. Donc, on est obligé aujourd'hui de proposer ça. Sinon, clairement, aujourd'hui, on perd nos contrats et on perd nos compétences. Donc, c'est une obligation. Et c'est vrai qu'on ne pense pas, mais l'innovation, c'est aussi une façon de recruter. Et on a des secteurs qui en ont largement besoin. Alors Aurore, vous avez une double fonction. Vous êtes responsable cellule transformation digitale et RSSI délégué. Alors, est-ce que c'est une position nécessaire, obligatoire dans votre secteur ? Parce qu'on la voit pas toujours. Effectivement, obligatoire non. Il y a des structures qui ont des postes différents. Chez Honnête Technologies, c'est plutôt un pari gagnant. On a, de mon côté, en fait, j'ai la délégation de ma direction générale plutôt pour la partie transformation digitale et la délégation du RSSI groupe qui est présent d'ailleurs dans la salle pour tous les aspects cybersécurité. Le vrai enjeu autour de tout ça, c'est la gestion de la data. D'un côté, je vais être amenée à améliorer ma performance, à digitaliser, à produire de la data et à trouver de l'innovation. Et de l'autre, je vais être amenée à sécuriser cette innovation. Le but vraiment d'avoir cette double casquette et du coup nos deux équipes à l'intérieur qui travaillent toute la journée ensemble, c'est d'être plus agile et surtout de répondre à un enjeu de sécurité dès le début de nos projets. Donc de fonctionner, comme on l'appelle, de security by design. Le but c'est de fonctionner, d'être le plus en amont possible sur la sécurité, justement pour protéger et surtout éviter que les projets s'arrêtent en cours de route parce que la cybersécurité ou parce que la sûreté aurait trouvé un couac là-dessus, quoi. Alors un autre secteur où là l'innovation est au cœur du sujet et stratégique, c'est bien sûr le retail. Alors EasyCash est positionné sur un secteur de plus en plus concurrentiel avec le développement de la seconde main. Quels sont les enjeux d'innovation pour vous actuellement ? Alors juste pour préciser, la seconde main, donc ça veut dire qu'on achète les produits de nos clients, donc des produits d'occasion, et qu'on le revend à d'autres clients en rajoutant du service autour. Avec des garanties de bon fonctionnement, etc., du remboursement, tout un tas de services. EasyCash est leader sur son marché, je l'ai dit, existe depuis 25 ans et est leader sur son marché aujourd'hui. Et donc, pour être leader, il faut innover et surtout pour le rester. L'innovation, elle vient par exemple... elle est liée à l'engagement du groupe sur la seconde vie, la seconde main, qui est que EasyCash a modifié ses statuts il y a quelques années pour passer société à mission, et c'est donné vraiment pour mission de développer la seconde main au-delà de ses propres magasins. Et donc il y a notamment la création d'une filiale qui a pour vocation à promouvoir la seconde main dans les grands groupes du retail qu'on connaît tous et qui on se rend au quotidien pour faire nos achats. Et en fait cette filiale, elle vient acculturer, former les comex des grands groupes pour leur apprendre ce que c'est que la seconde main, parce que ils ont des vieux réflexes de la vente directe où on vend des produits neufs, on fait des promos et ça part. Dans la seconde main, c'est pas comme ça que ça marche. Le métier, en fait, c'est pas de vendre, c'est d'acheter et de savoir acheter, d'acheter au bon prix et de savoir qualifier très rapidement la qualité d'un produit et toutes ses caractéristiques. Et donc derrière, ça veut dire aussi que l'expertise qu'a développée EasyCash dans tout ça, on cherche à la commercialiser, à commercialiser notre récit en marque blanche pour le mettre à disposition de ces grands groupes pour qu'ils fassent de la seconde main beaucoup plus rapidement que s'ils devaient développer un SI en interne pendant pas mal d'années. Donc ça, c'est une première chose.
Et la deuxième, c'est pour le fonctionnement propre d'EasyCash, c'est de développer des outils depuis de nombreuses années à base d'IA notamment. On peut pas être ready for IT sans parler d'IA, mais je vais illustrer le propos. En fait, dans le milieu de la seconde main, chaque produit est unique en fait. Ce qu'on appelle une unité de stock, un iPhone 15, mon iPhone 15, il a des caractéristiques propres, il a un âge, il a un grade, il a des qualités, des défauts. Et donc ça fait de lui un objet unique. Et donc il n'a pas le même prix que l'iPhone 15 d'Aura. Et donc l'expertise des magasins, c'est d'arriver à déterminer rapidement un prix comme ça en fonction du produit du client. Et ça doit être transposable sur tout un tas de familles de produits. Et donc là, par exemple, on est en train de finaliser la mise au point d'un produit où on va prendre en photo, par exemple, des textiles. Et en 2, 3, 4 photos, on va être capable de sortir toutes les caractéristiques en fait, du vêtement, retrouver sa marque, le type de vêtement que c'est, etc., les défauts qu'il a, etc. Et tout ça avec de l'IA pour venir pré-remplir en fait, toutes les caractéristiques du produit et aider à sa mise en vente plus rapide. Donc voilà, c'est une forme d'innovation et on le fait sur tout un tas de produits. Donc effectivement, une évolution importante. Alors, vous l'avez dit, l'innovation, c'est de la conduite du changement. Puisque là, on change de métier, d'approche, même pour le COMEX. Alors, vous avez des franchisés qui ne dépendent pas directement de vous. Alors, comment est-ce qu'on aborde le sujet de cybersécurité avec eux ? Parce que c'est pas aussi simple que lorsqu'on est chez soi, entre guillemets. Non, et c'est pas aussi simple pour l'ancien DSI que j'étais qui avait plus d'une quarantaine d'agences. Et donc, quand je disais, on fait comme ça, tout le monde faisait comme ça. Là, c'est pas le cas puisque la majorité des magasins sont des franchisés. Donc, certes, on a signé ensemble un contrat de franchise dans lequel il y a des clauses et donc qui entraînent des obligations. Mais sur la partie cyber, en fait, ils sont leurs propres patrons, ce qui veut dire que moi, en tant qu'RSSI, j'ai pas autorité sur leur fonctionnement, sur leur usage de nos outils, parce qu'ils utilisent quand même nos outils à travers le contrat de franchise, ils utilisent nos outils ici, mais ils prennent leur propre connexion, leur propre poste, etc. Et donc, il faut que moi, j'arrive à inculquer une politique de sécurité groupe dans des entreprises qui ne sont pas les nôtres. Et donc ça, c'est assez compliqué. Donc ce lien d'autorité qui n'existe pas, il vient complexifier les choses. Et donc, la solution que moi, j'ai trouvée, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, en fait. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été rencontrer pas mal de franchisés de la région sud-ouest, justement, pour prendre un peu la température, comprendre leurs enjeux, leur expliquer en fait ce vers quoi on va en termes de stratégie IT et surtout cyber, pour les faire adhérer au projet et faire en sorte que au lieu qu'il y ait des frictions ou des réactions un peu agressives du fait qu'on va peut-être leur demander de mettre un peu la main au portefeuille une nouvelle fois, c'est qu'en fait c'est dans un intérêt commun qui est d'améliorer la cybersécurité du groupe et donc abaisser le risque réputationnel, le risque de fuite de données, etc. Bon, être sur le terrain, Aurore, ça c'est quelque chose que vous m'avez dit. On accompagne et on est présent au quotidien. Effectivement, on a un slogan chez Honnête, c'est plus proche, plus fort. C'est pas qu'une baseline, c'est la réalité. Chez Honnête Technologies et dans mon équipe particulièrement, on va sur le terrain, donc on va sur les sites nucléaires. Là aujourd'hui, je suis en talon robe, la moitié du temps, je suis en chaussures de sécu et avec un casque et on est au plus près de nos collaborateurs. Pour plusieurs raisons, et Boris en a parlé, mais on veut créer du lien. Créer du lien, c'est rappeler les règles de bon sens. Rappeler que la cybersécurité, c'est du bon sens avant tout. Vous partez de chez vous, vous fermez la porte, il y a des règles en cybersécurité, de ne pas brancher de clé USB, le MFA, etc. C'est des choses que l'on explique. Être au plus près de nos collaborateurs, c'est clairement ça. Et on y reviendra précisément, puisqu'on va vous donner le maximum de clés. Alors Jérôme, dans les collectivités locales, on peut dire là que les challenges sont nombreux. Parce que alors vous gérez plusieurs systèmes d'information en parallèle et puis un très très grand nombre de données. En ce moment, vous travaillez sur quel projet d'innovation avec AS ? Les projets d'innovation, il y en a plusieurs, dont un qui est quand même assez important et qui touche tous nos citoyens, c'est vraiment la dématérialisation. Faut savoir que dans les collectivités, on a l'habitude de travailler sur le papier, le parapheur, le gros truc qui passe de bureau en bureau, qui est signé de bureau en bureau, avec le petit post-it. Voilà. Nous, on est encore à ça, donc on a bien compris qu'il faut aller vers la dématérialisation parce qu'il y a un gain de temps.
même de traçabilité, de facilité, qui est incommensurable que, voilà, un parapheur, on arrive à le perdre, il est passé d'un service à l'autre, on ne sait pas où il est. Non, là, avec la dématérialisation, avec la signature électronique, on aura cette traçabilité et ce suivi continu. Ça, c'est une des premières parties. Ensuite, il faut qu'on sensibilise nos agents sur ça, les accompagner dans cette évolution de la dématérialisation, parce que on a quand même 15 000 agents, donc tout un type de population. Ça va dans les personnes qui sont dans les crèches, comme les architectes en bâtiment, on a des mécanos, on a des électriciens, on a des architectes en système d'information, on a des geeks en informatique, on a tous les métiers, et les faire tous travailler ensemble, c'est pas évident. Donc il faut vraiment les accompagner, leur parler tous leur langage qu'ils comprennent. Donc ça, on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours évident. Ensuite, de pouvoir recruter les bonnes personnes, parce que quand on a besoin de travailler ne serait-ce que sur l'IA, sur la donnée, on peut pas demander à quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, 15 ans d'électricité ou de saisie ou de maintenance d'ordinateur de travailler dans la donnée. Donc il faut qu'on aille chercher les nouveaux profils, les attirer, parce que on n'a pas trop bonne presse, qu'on paye pas beaucoup, etc. Donc il faut quand même qu'on arrive à les mobiliser sur... moi, ce que j'aime bien à dire, c'est qu'à la ville de Marseille, peut-être qu'on paye pas bien, mais il y a une super ambiance, et surtout, on a un énorme terrain de jeu. Moi, j'appelle ça mon terrain de jeu, parce que c'est quelque chose où on peut vraiment travailler, s'épanouir. On n'arrive même pas à imaginer les données qu'on a, et tout ce qui est possible et inimaginable de travailler là-dessus. Et tout ça, il faut aller les chercher. Alors déjà en IA aussi, évidemment. De toute façon, si on ne dit pas le mot IA dans une phrase, c'est qu'on n'est pas, on n'en fait pas d'innovation. Voilà. Mais, et du coup, de les aider à avoir essentiellement la partie signature électronique. Et je sais que mes collègues en bavent pas mal, parce que pour avoir de la signature électronique, il faut d'abord passer par de la signature papier. Voilà. Et là, on voit que ça rejoint aussi, comme Aurore, ces challenges. L'innovation, c'est aussi d'ailleurs du recrutement, c'est du développement de société. Alors, ce qui est très intéressant quand je vous écoute et quand on vous écoute tous les trois, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'innovation sans cybersécurité. Au XXIe siècle, c'est plus du tout concevable. Il faut vraiment imbriquer les projets. En revanche, il y a une troisième brique qui est absolument indispensable, c'est la conduite du changement. Parce que si on n'a pas ce troisième pilier, ça fonctionnera pas ou de façon plus complexe ou plus lente. Alors maintenant, voyons les bonnes pratiques. Si on n'a pas de moyens, parce qu'il faut dire les choses aussi, Jérôme, et vous les avez dites. Boris, j'aimerais aussi qu'on aborde ce point, parce que dès le départ, vous avez une approche très pragmatique. On est tous d'accord dans cette salle, l'innovation, elle passera par la cybersécurité. On l'aperçoit encore comme contraignante. Il faut être clair. Pour vous, vous avez des métiers où on dit de plus en plus oui, mais on dit aussi non. Alors, transformer cette cybersécurité en levier de confiance, vous êtes de ceux qui pensent que c'est possible avec peu de moyens et avec une approche pragmatique. Expliquez-nous. Alors, déjà, je vais illustrer avec mon contexte précédent, où j'étais DSI dans un groupe de transport, qui faisait du transport Stern, qui faisait du transport urgent et de la logistique bas carbone, et qui faisait environ 50% de son chiffre d'affaires avec des acteurs bancaires, enfin des acteurs du tertiaire, et notamment, on va dire, avec 98% des banques du marché. Donc, on transportait leurs courriers, on transportait les moyens de paiement, quand vous commandez une carte bleue, un chèque... un chéquier, ou que vous déposez des chèques dans un magasin ou chez un administrateur de biens, etc. Il y avait 98% de chances que ce soit Stern qui le transporte pour vous. En gros, toutes les banques sauf la banque postale. Bref, tout ça pour dire que
50% du CA était fait avec ce type d'acteurs dont les contraintes n'ont fait qu'augmenter, notamment au moment du Covid et depuis. Tout un tas de législations, de normes, de directives qui sont appliquées. Et donc, moi, j'étais dans un groupe qui faisait une très forte croissance externe. On était dans l'optique de diversifier énormément notre offre de services, ou plutôt de la compléter avec des savoir-faire complémentaires. Donc, on est passé pour donner quelques chiffres, de 450 collaborateurs à 2300, de 3 structures juridiques à plus de 50. Donc, vous imaginez qu'on a intégré plein de systèmes d'information différents. Et comme l'objectif, c'était d'aller chercher des savoir-faire complémentaires, on n'a pas pris notre SI qu'on a déployé dans les nouvelles filiales, on a pris leur SI, on l'a intégré à notre SI. Et donc, il a fallu très rapidement détecter les forces et les faiblesses de chaque SI. Et surtout, moi, j'ai eu à cœur de mettre un cadre méthodologique autour de ça, parce que, certes, la conformité, ça peut être vu comme quelque chose de contraignant, mais c'est aussi un socle méthodologique qui peut servir à guider nos actions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et donc, en fait, j'ai fait en sorte que mon équipe s'inscrive dans, notamment l'ISO 27001. Et donc, j'ai formé des leaders dans l'équipe sur l'ISO 27001 et on s'en est servi comme cadre vraiment pour structurer notre démarche et faire en sorte que on coche toutes les cases à chaque fois qu'on intègre une filiale. Et voilà. Et du coup, utiliser ce qui peut être vu comme une contrainte comme un atout, vraiment comme un cadre méthodologique et comme un atout vis-à-vis de nos clients, puisque on avait le coup de temps. Une fois qu'on a été certifié et qu'on a renouvelé notre certification d'année en année, ça a été un gage de confiance pour rassurer nos clients existants et en convaincre d'autres qui pouvaient aller voir à la concurrence, c'est-à-dire chez Stern, ils sont certifiés ISO 27001, transporter nos moyens de paiement, notre courrier interne, c'est quand même plus rassurant. Ça peut être ça aussi. Après, sur l'aspect pragmatique, effectivement, j'ai un peu la même maxime que Aurore, qui est que pour moi, la cyber, c'est avant tout du bon sens, comme elle l'a dit, et de l'hygiène. Et ça coûte pas cher. Donc, je commencerai par dire que déjà, on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par faire une analyse de risque, par cartographier tout ce qu'on a, les applicatifs, les assets informatiques, etc. Il faut identifier les réglementations, les directives qui s'appliquent à nous. Est-ce qu'on est soumis à NIS 2 ou pas? Est-ce qu'il y a une obligation d'être PCI DSS, etc. Donc tout ça, ça va induire des contraintes, ça va induire des choses qu'il va falloir respecter, des choses à implémenter et donc des actions à mener très concrètement avec les équipes. Donc ça, c'est le cadre de départ, je dirais, mais c'est déjà ce qu'il faut. Ensuite, il faut établir globalement une roadmap cyber par rapport à ça et aller la défendre, chercher le sponsoring du COMEX et un budget. Parce que si on n'a pas le sponsoring ni le budget, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra chercher à déployer 2-3 solutions techniques, mais au bout d'un moment, on va atteindre les limites du budget. Et notre action va s'arrêter là et on n'aura pas d'impact en fait sur la durée. Donc pour moi, ça c'est indispensable. Donc c'est typiquement ce que je suis en train de faire avec EasyCash. Il y a eu cette phase d'analyse de risque, il y a cette phase de définition de la roadmap cyber et maintenant il faut la défendre, expliquer la stratégie qu'on veut appliquer avec nos franchisés et puis faire adhérer le COMEX ou pas. Voilà, c'est une discussion, c'est un échange, c'est pas unidirectionnel. Et puis c'est retravailler la roadmap par rapport à ça, aux moyens qu'on nous donne, etc. Après, dans des mesures très concrètes, pour moi, le truc qui marche dans n'importe quelle entreprise, c'est de définir avec le service RH un processus le plus clair possible pour gérer les entrées-sorties des collaborateurs. L'avantage, c'est que pour les entrées, on va mettre les droits strictement nécessaires et pas plus, les droits d'accès sur les outils qu'ont besoin les collaborateurs. Et surtout, couper les accès au départ du collaborateur au plus tôt. Et ça, c'est important parce que le nombre d'entreprises où je trouve des comptes qui sont restés actifs 3 ans après le départ des collaborateurs, c'est pas normal. Et ça, dans tous les applicatifs, pas juste dans l'Active Directory, même sur des serveurs d'échange, etc. Et c'est important d'appuyer dessus parce qu'on a vu que pas mal de fuites de données étaient dues justement faire le onboarding et le offboarding. D'ailleurs, dans certaines petites structures, on voit même la personne en charge de la sécurité le faire, ou le DSI prendre chaque nouvelle recrue dans son bureau pour que ce moment-là soit important pour la suite. Oui, j'ai fait pas mal d'onboarding, effectivement. Et de compléter ce process d'entrée-sortie avec des revues régulières des accès, parce qu'en fait, il y a toujours des trous dans la raquette. Donc, il faut être capable de le boucher.
Il faut appliquer une politique de mot de passe sur l'ensemble des systèmes qui gèrent des identifiants. Il faut s'assurer qu'on a des sauvegardes et surtout qu'elles sont bien restaurables. Le général en a parlé ce matin, voilà. Ceux qui étaient à la keynote, pas l'oublier. Oui. En fait, c'est la première roue de secours qu'on a. Si on se prend un ransomware, ça peut arriver. En tout cas, dans toutes les organisations où je suis passé, il y a un moment eu un déclenchement de ransomware. La question, c'est est-ce qu'on a su le bloquer à temps si on avait un EDR ? Et si on n'a pas su, est-ce qu'on a su restaurer rapidement les données et restaurer l'activité ? Et ça, c'est hyper important. D'autant que maintenant, le premier truc à faire. Les hackers viennent chiffrer les sauvegardes. Donc ça, on n'insistera jamais assez sur ce point-là. Déployer l'authentification multifacteur le plus possible. Donc à minima sur les administrateurs, les comptes à haut privilège. Idéalement sur tout le monde. Ça, après... peut y avoir des coûts qui peuvent être induits, donc il faut faire attention. Segmenter le réseau, etc. Donc voilà, j'ai plein de choses à dire. Déployer un EDR sur l'ensemble des postes, ça va coûter un petit peu d'argent, mais c'est le minimum à avoir pour pas être aveugle sur ce qui se passe sur les différents assets informatiques. Et surtout, je sais que mon ami Jérôme va en parler, la sensibilisation des collaborateurs. C'est le premier maillon de la chaîne de sécurité, c'est la personne qui est entre la chaise et le clavier. Et c'est là où c'est quelque chose de continu, c'est pas une fois, c'est pas on fait une petite session de 5 minutes une fois par an. Non, il faut le faire régulièrement. Il faut le tester avec des campagnes de simulation de phishing, avec des exercices, différents exercices variés, et puis répéter comme avec nos enfants en fait. Pour que, voilà. Donc, j'ai plein d'autres choses, mais voilà, c'est des exemples pratiques qu'on peut mettre en œuvre. Voilà, ce qui est très intéressant au niveau de cette liste de bonnes pratiques, c'est que c'est vrai on revient aux fondamentaux sur la bonne hygiène informatique qu'on évoquait il y a 25-30 ans, Jérôme. Et puis surtout, très intéressant, c'est ce que vous avez fait, le premier point que vous avez évoqué, mettre de la cybersécurité partout, à tous les niveaux, dans les usines, au COMEX, jusqu'à l'assistante de direction, essayer de faire une sorte de maillage hiérarchique, horizontal et vertical d'ailleurs quand on parle des usines. Vous, Jérôme, vous avez une approche, faut les prendre en sandwich. C'est ça, oui, exactement, il faut les prendre en sandwich. La première approche, c'est évidemment le COMEX, d'avoir impérativement le COMEX en sponsor. Si on n'a pas la tête qui dit il faut aller vers la cybersécurité, pourquoi la cybersécurité, ça ne marchera pas. Ensuite, évidemment, par le bas, non, c'est réducteur, par les agents, par les collaborateurs, de les sensibiliser. Et pour les sensibiliser, nous, on essaye de les sensibiliser en associant la vie privée et la vie perso, tout en la séparant, bien sûr, mais de leur dire, voilà, si vous faites ça dans l'entreprise, dans la collectivité, vous pourrez aussi le faire chez vous. Et si vous le faites chez vous, vous allez gagner en cybersécurité. Surtout en plus avec le nombre de fuites d'informations qu'il y a en ce moment, c'est depuis un an, c'est assez incroyable. Donc si on les aide à améliorer cette cybersécurité chez eux, quand ils seront à l'entreprise, dans la collectivité, ils pourront aussi faire la même chose et ça ne leur fera pas trop de changements. Donc nous, là-dessus, on a essayé de leur mettre à disposition un gestionnaire de mots de passe. C'est tout bête, ça ne coûte pas grand-chose, puisqu'il y en a des open source qui fonctionnent très bien et qui sont particulièrement sécurisés, et leur mettre à disposition pour qu'ils puissent rentrer leur mot de passe, et au moins quand on leur dit voilà, il faut un mot de passe de 12 caractères, le changer tous les 6 mois, etc., on dit ok, pas de souci, moi je mets 28 caractères, de toute façon c'est la machine qui l'enregistre. Voilà, et au moins on a quelque chose de rapide. Après, c'est super ça. Voilà. Après, quand vraiment... ils sont chez eux, ils ont l'habitude d'utiliser. Bon, ils en cherchent un autre ou ils peuvent en utiliser un gratuit, etc. Bon, après, quand c'est gratuit, attention, c'est vous le produit. Voilà. Donc ça, c'est une chose, mais vraiment la sensibilisation et le sponsoring. Donc ce sandwich pour arriver au jambon beurre bien au milieu avec le pâté, le saucisson, enfin tout ce que vous voulez au milieu. Voilà, à la française, c'est ça. Ça, moi, c'est vraiment important, mais vraiment avoir ces deux côtés, parce qu'on a vu le cas, ça marche pas. Et ce que j'essaye aussi de faire, c'est montrer par l'exemple. Voilà, bon, en 2020, on s'est pris une cyberattaque, donc du coup, on connaît le coup. On connaît le coup avant, on connaît le coup pendant, et surtout, on connaît le coup après. Là, l'avantage, on leur dit, en cybersécurité, il faut investir. Il faut investir dans des nouveaux produits, des choses, de l'innovation, un petit peu dans l'IA, un petit peu dans le traitement de données, un petit peu dans ci, un petit peu dans ça.
c'est vrai que c'est difficile de voir le résultat. On met des sous, il se passe rien. Ben oui, mais justement, il se passe rien. Justement, et voilà. Et avec cette cyberattaque qu'on a eue, on leur dit, voilà, ça nous a coûté tant. Lors de la cyberattaque, regardez, vous investissez ne serait-ce que, 25% de ce que ça nous a coûté, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça peut nous permettre d'économiser. Et avoir une deuxième cyberattaque, ça coûtera encore plus cher qu'une première cyberattaque. Donc vraiment sensibiliser aussi bien le COMEX là-dessus sur la partie budget, ils comprennent vite, voilà. Et puis l'impact, l'image de marque. Ça fait mal, l'image de marque d'une société. Bon, nous, une collectivité, ce qui est le plus grave pour nous, c'est effectivement l'image de marque. Si nos citoyens, ils ont plus confiance dans la mairie, c'est fini, c'est terrible. Voilà. Donc ça, voilà, c'est essentiellement ces petites choses. Un argument financier. Voilà. Et c'est pas si compliqué à faire. Bon, le plus compliqué, c'est de pouvoir accéder au COMEX et de pouvoir les sensibiliser. Mais ça, c'est le boulot du RSSI. Donc, j'ai mon bâton de pèlerin voilà, on a tous notre bâton de pèlerin et on essaye d'avancer là-dessus. Exactement. En tout cas, des arguments qui font mouche. Ne pas oublier le COMEX, on y reviendra. Alors, Aurore, ce pragmatisme, il se trouve aussi dans les questions à se poser sur ce qu'on doit protéger. Boris l'a évoqué tout de suite dans ces points, dans ce côté très pragmatique de la cybersécurité. L'explosion des data et l'usage des l'IA par les collaborateurs, c'est un vrai sujet. De toute façon, on ne peut pas tout sécuriser de la même façon. Il faut travailler avec les métiers, ça c'est un point absolument indispensable. Quelle est votre approche sur ce point ? Du coup, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. Donc, effectivement, nous, la volonté, c'est d'être au plus près de nos collaborateurs à tout niveau. Donc, on passe du COMEX aux managers de première ligne, aux opérationnels sur le terrain, qui, pour certains, n'ont même pas d'outils informatiques, mais pourtant, on va quand même les sensibiliser là-dessus. Pour rappeler les fondamentaux, déjà pour démystifier, parce que la cybersécurité, ça ne doit pas être un gros mot. Aujourd'hui, on doit pouvoir en parler librement sans que ça fasse peur. Et c'est vrai que nous, l'approche par le terrain, elle est essentielle. Aujourd'hui, le fait de travailler au siège d'une entreprise et d'aller voir tout le monde sur le terrain, ça rassure. Ça rassure à plusieurs niveaux. Ça rassure sur le côté, on fait un peu copain-copain avec les collaborateurs. Ça permet de rassurer, d'expliquer et de donner du sens dans les règles, certaines fois qui peuvent être dures dans un quotidien, mais d'expliquer pourquoi. Voilà, nous, on a interdit les clés USB. Pourquoi est-ce qu'on a interdit les clés USB ? On va expliquer un petit peu toutes ces règles-là. Ça marche vraiment très bien. Et l'important, c'est de savoir aussi qu'est-ce que je veux protéger. Aujourd'hui, on a des portefeuilles qui sont plus extensibles, même pour des grands groupes. Donc, la vraie première étape, c'est de savoir réellement qu'est-ce qui est vital pour mon entreprise, d'autant plus une TPE-PME. Qu'est-ce que je dois protéger pour mettre le bon effort au juste prix et de se dire, voilà, si ça, c'est essentiel pour mon entreprise, demain, je ne peux pas vivre sans, là, je vais peut-être investir un peu plus et expliquer le ROI à ma direction, qui sera peut-être un peu plus facile que d'investir de tous les côtés. En tout cas, pour une première, ça peut être effectivement un peu violent pour une direction. Choisir ses combats. Choisir ses combats, exactement. Et la dernière chose, je sais qu'on y est tous soumis, quelle que soit la taille de notre entreprise, c'est le shadow IT. Le shadow IT, donc effectivement, c'est grosse épine dans le pied des DSI. Ce qui n'est pas autorisé au sein d'une entreprise d'un point de vue numérique. Chez nous, ce qu'on a remarqué sur les cas qu'on a pu avoir, c'est que c'était pas une notion de malveillance. Enfin voilà, clairement, si c'était une notion de malveillance, nous les gens travailleraient plus pour notre société. C'était plutôt parce qu'ils savaient pas. Donc en fait, voilà, je vais aller mettre de la donnée sur un logiciel SaaS. C'était sympa, ça m'a fait des graphiques. Mais je ne comprenais pas derrière pourquoi, quel était le risque. Et donc le fait d'aller sur le terrain, de regarder comment ils travaillent, avec quel outil, etc., et d'être en confiance, on a aujourd'hui des collaborateurs qui nous appellent en disant j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est OK, pas OK, sinon qu'est-ce que je peux utiliser ? Et donc le côté shadow IT, au-delà de l'aspect RH, parce qu'à un moment il faut sanctionner aussi, quand c'est de la malveillance, si c'est de l'accompagnement et si c'est juste parce que je ne savais pas, le fait d'aller sur le terrain, ça rassure énormément.
toujours expliquer, et c'est toujours cette conduite au changement, expliquer les usages, d'autant qu'on avait le Shadow IT, mais dans le prolongement, maintenant, on a le Shadow AI, ce qui est beaucoup plus compliqué, mais c'est en passant effectivement par des réunions, impliquer aussi les services achats, pour bien vérifier que tous les secteurs ont bien connaissance des projets qui ont lieu dans les entreprises. Alors j'aimerais, Boris, quand même qu'on revienne sur un point, c'est le COMEX, hein, parce que c'est plus simple pour Aurore, probablement, dans le secteur du nucléaire, de sensibiliser, quoique il faut toujours sensibiliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Parce que souvent, dans les ETI, les petites entreprises, parfois, on est confronté à un problème où les dirigeants ne veulent pas entendre parler de ce sujet, il faut dire les choses telles quelles. Et là, on a tous un rôle à jouer dans cette salle auprès de ces personnes-là. Ouais, on n'a pas tous le président de la République comme VRP. Non, oui, moi j'ai évolué dans plusieurs groupes en LBO, et effectivement, et dans des groupes qui ont fait de la croissance externe. Et ce que j'ai pu constater, c'est que malheureusement, dans la plupart des acquisitions, l'IT et la cyber étaient rarement audités, en fait. On a toujours des audits financiers, ça c'est jamais oublié. Mais par contre, on pense pas toujours à l'IT et la cyber, et pourtant en 2026, c'est un actif hyper important, stratégique. Si l'informatique s'arrête aujourd'hui, plus on a digitalisé l'entreprise, et plus elle va être paralysée si l'IT est paralysée par une attaque cyber. Donc c'est important en tant que RSSI d'aller rappeler un petit peu ça. Alors on ne demande pas toujours notre avis sur des acquisitions, mais par contre c'est important de montrer justement le risque qui est lié à la situation cyber de la future société qu'on va racheter, parce que sinon on peut carrément manquer son achat, en fait, parce qu'on va estimer une certaine rentabilité à un terme défini, et si en fait la société se prend une attaque cyber et se retrouve coupée d'activité pendant plusieurs semaines, voire ne se relève jamais, là c'est un rachat complètement raté et on a perdu beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment sensibiliser le COMEX à ça, ça me semble important. Et donc ça, c'est en général, dès qu'on parle d'argent, c'est des choses qui vont assez bien fonctionner avec un COMEX. Ouais, voilà. ouais. On ne va pas parler d'EDR, de choses comme ça, mais on va parler de coûts en cas d'arrêt d'activité, et donc de continuité ou de reprise d'activité. Et on a vu des entreprises d'ailleurs qui rachetaient une autre entreprise avec à l'intérieur du SI malheureusement un ransomware qui attendait de se déclencher, d'où l'important de... Effectivement, il faut s'assurer de ne pas mettre en danger le métier premier de l'entreprise en rachetant... Voilà. Un complémentaire. Quel que soit le sujet, la cybersécurité doit être au cœur de ce sujet. Alors Jérôme, un point d'actualité important en interne, c'est quand même l'arrivée de NIS 2 qui va concerner dorénavant donc les grandes collectivités territoriales, pas toutes, mais en tout cas les grandes, donc bien sûr la ville de Marseille est concernée de façon plus large. Bon nombre d'entreprises, probablement certaines d'entre vous. Bonne nouvelle cette directive ? Pour ma part, moi je la trouve bien, bonne nouvelle, parce que ça va obliger un petit peu à déclencher les choses, à faire bouger les choses. Le réglementaire oblige. Les petites règles comme ça, on traitera quand on traitera. Non, là c'est du réglementaire, donc là il n'y a plus de possibilité de passer au travers. La NIS V2, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça va toucher à la fameuse supply chain. Parce que nous, on va être obligatoirement NIS V2, il va falloir travailler, mais pour qu'on soit NIS V2, il faut que toute la chaîne soit NIS V2 et donc soit sécurisée. Et là, on va tirer les prestataires vers de l'amélioration de cybersécurité, donc vraiment un petit peu comme un virus, mais un bon virus. Voilà. Ça, c'est vraiment l'actualité, et surtout, nous, il va falloir qu'on se prépare aussi à auditer. Parce qu'on ne peut pas demander, imaginez, je sais pas, moi je demande à une société de service d'être auditée par son concurrent. C'est pas possible. Donc nous, on va être obligé d'auditer les prestataires, et puis au moins, on pourra faire confiance, on aura ses responsabilités. Et ça va être un sacré challenge, aussi bien pour nous que pour nos prestataires.
Et toujours rappeler aussi que même si vous n'êtes pas NIS 2, en revanche, vous allez être audité et vous risquez de perdre aussi des marchés si vous n'êtes pas en mesure aussi d'avoir entamé ce processus qui est voilà, le minimum de la sécurisation. Un élément différenciateur vers le... Exactement. Voilà, vers le bon. Parce qu'on peut être soi-même un fournisseur dans la supply chain d'un grand groupe ou d'un acteur, et donc c'est important. Exactement. Et l'innovation, c'est aussi éviter de perdre des marchés, et on voit bien l'importance de la cybersécurité au cœur de ces sujets d'audit. On est audité, mais maintenant, on va auditer nous-mêmes nos prestataires. Alors, Aurore, dans le nucléaire, alors là, vous avez beaucoup de réglementations, hein, et pourtant, vous allez être, vous aussi, assujetti à NIS 2, en même temps que Jérôme. Vous conseilleriez de commencer par l'ISO 27001 ? Vous en avez parlé tous les trois, finalement. Est-ce que c'est la bonne approche ? Alors, sur ce sujet, déjà, je pense qu'on est tous en phase dans cette salle sur le fait que c'est très bien que le nucléaire soit très réglementé et qu'il y ait plein de règles. On vous confirme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce qu'il faut éviter, c'est les millefeuilles. Ou en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas comprendre ce millefeuille-là. Le but, et surtout pour une petite entreprise, c'est d'y aller étape par étape et de rien réinventer. Donc pour moi, il y a 2 conseils vraiment pragmatiques là-dessus. Déjà, c'est de s'appuyer sur ce qu'on a déjà. Peu importe ma taille, si je suis une plus grosse entreprise ou que j'ai déjà des certifications type ISO 9001, etc., je m'appuie sur le système de management de la qualité qui existe déjà. Ça, c'est la première chose. Important. Exactement. Et si on ne l'a pas, si on est plus petit ou qu'on n'a pas ces certifications, on va s'appuyer sur les métiers. Partez du terrain, vraiment. Quel est le cœur de mon activité ? Qu'est-ce que je veux protéger ? Et du coup, comment je mets en place l'ISO 27001 ? Le but, ce n'est pas de recréer quelque chose à côté d'eux. C'est vraiment de le vivre pleinement auprès de vos métiers. Et au travers de ces enjeux-là, c'est vraiment de bien s'entourer. Aujourd'hui, on est sur un salon où il y a plein de partenaires de confiance. C'est le moment d'aller chercher ces partenaires-là. On est quand même sur un enjeu aussi de souveraineté et d'action de l'État qui favorise quand même cette dynamique-là. Et il y a des sites, il y a des partenaires comme l'ANSSI, comme plein d'autres, qui proposent justement des vulgarisations de réglementation, qui proposent des aides qui sont très pragmatiques. Je pense qu'il faut vraiment partir là-dessus. À la question, est-ce que l'ISO 27001 est la première étape ? Pour moi, oui. En tout cas, c'est la plus saine, c'est-à-dire que ça vous permet de travailler sur la gouvernance, la gestion des risques, la sensibilisation, etc. Et c'est déjà 80% du boulot pour la NIS 2. Le risque, c'est la supply chain, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est ensemble qu'on doit la travailler. Oui, parce que quand on est 27001, de toute façon, on est audité tous les 3 ans. Donc déjà, on a déjà cette mécanique qui est mise en route, Boris. Oui, juste en détail pratique, du coup, l'ANSSI a publié un référentiel pour aider à implémenter NIS 2 qui s'appelle RECYF, R-E-C-Y-F. Mettez ça dans Google, vous allez tomber dessus, ça peut aider. Lisez les fiches pratiques de l'ANSSI, bien entendu. Alors, il nous reste 4 minutes. Malheureusement, le temps passe trop vite. Mais je pense qu'on a déjà eu beaucoup de conseils de votre part. Un mot de conclusion, les 2, 3, 4, 5, peu importe, mais voilà, les points que vous donnez aux personnes dans la salle pour commencer pragmatiquement et sûrement vos projets d'innovation et de cybersécurité et de conduite du changement, on l'a bien compris. Qui commence ? Moi, je dirais un truc tout bête, ne pas aller tout de suite vers l'excellence. Y aller petit pas par petit pas. Quand vous voulez monter à un étage, vous faites marche par marche. Bon, les sportifs font 2 marches par 2 marches, mais vous n'allez pas aller jusqu'à la 8e marche d'un coup. Donc là, de faire étape par étape, ça permettra d'avancer tout doucement, ça permettra d'éviter aussi de gros changements et donc d'avoir une conduite de changement propre. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de pousser, parce qu'il y en a, ils disent « Ah non, il faut que je sois à l'excellence. » Mais on n'y arrive jamais à l'excellence. Donc, y aller étape par étape, je pense que c'est un bon conseil. Oui, et puis la cybersécurité, c'est un processus en continu, ça ne s'arrête jamais. Donc, allez-y, commencez. Aurore. Clairement, le bon sens. Voilà, se dire que la cybersécurité, c'est des petites actions de bon sens avant tout et de l'hygiène avant tout, avant de mettre en place d'autres choses. La connaissance de nos métiers, pour moi, c'est fondamental. Vraiment connaître nos métiers, les risques de nos métiers, comment nos métiers travaillent. Et clairement nous entourer. Ne restons pas seuls dans la cybersécurité. C'est un collectif, c'est un écosystème et il faut être ensemble, que ce soit
entre entreprises, mais aussi avec les partenaires et aussi avec les relations étatiques, etc. D'être ensemble, ça va être la clé du succès pour y arriver. Ouais, la force d'un collectif et bien se connaître en interne et travailler bien ensemble. Boris, Et pour faire le lien avec ce que dit Aurore, la communication, la sensibilisation de vos collaborateurs pour qu'ils comprennent pourquoi vous souhaitez mener tel ou tel chantier. Donc la fameuse conduite du changement. Voilà. N'importe quel projet, on le sait, ne peut pas réussir sans une bonne conduite du changement. C'est pareil en innovation et en cyber. Boris, Aurore, Jérôme, merci beaucoup pour tous vos conseils et merci à vous pour votre écoute.